C'est pas une naïveté, parce que tout le monde sait que ce soit aux États-Unis, que ce soit également au Botswana, qui est le premier pays africain, que ce soit au Rwanda, que ce soit également au Cap-Vert, il y a la corruption. Mais il y a des corruptions qui peuvent être soutenues par des économies, d'autres non. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'au Sénégal, on a connu une évolution. Le président Macky Sall, depuis l'accession également du président de la République Macky Sall, on a connu une évolution. En 2012, on a une note de 36. En 2013, on a une note de 41 sur 100. En 2014, on a une note de 43 sur 100. Et en 2015, on a une note de 44 sur 100. Une évolution positive? Une évolution positive, mais dans la zone rouge. Oui, on est toujours dans la zone rouge. Justement, c'est ça que l'on ne comprend pas beaucoup. Oui, parce que pour sortir également de la zone rouge, il faut avoir au moins une note, une moyenne de 50 sur 100. Comme l'élève en classe qui sait qu'il a un maximum de 20 points, sur la 10, voilà. Il a la moyenne. J'ai donné l'explication que j'ai donnée à mes amis sur Facebook, par exemple. Votre enfant, l'année dernière, a une moyenne générale de 4,3 sur 10. Cette année, il obtient une moyenne générale de 4,4 sur 10. Et vous dites, papa, je suis le premier de la classe. Quelle serait votre réaction? C'est-à-dire ici, on n'a pas à se glorifier d'avoir une moyenne de 4,4 sur 10 et être premier de la classe, alors que le Sénégal également est à la 61e place. On peut être le premier des derniers, quoi. Je pense que c'est pourquoi on appelle souvent à des solutions. Parce que des progressions, on a connu. En 2004, le président Abdoulaye Wade avait une note de 30 sur 100. En 2005, 31. En 2006, il a tenu 33. En 2007, il a tenu une note de 36 sur 100. Même s'il était dans la zone rouge, mais il était dans une progression. Et une progression meilleure également qu'on a connue aujourd'hui. Mais attention, c'est pourquoi on dit qu'on n'a pas le droit de dormir également sur nos lauriers. On a beau avoir des institutions de lutte contre la corruption. On a eu l'OFNAC. On a eu, si vous voulez, la CENTIF. On a également le code de transparence qu'on a tendance également à chanter. Mais si vous regardez un peu, ce n'est pas le propre du Sénégal. Si vous allez également au niveau du Niger, le Niger a ce qu'on appelle la ALSIA, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions également assimilées. Alors que le Niger, en réalité, a une note quand même de 36 sur 100. Si vous allez au Burkina, est-ce que vous savez, le Burkina Faso a la meilleure loi anticorruption dans l'espace UEMOA. On dit au Sénégal qu'on a une loi sur la déclaration de patrimoine. Mais les assujettis, on n'a pas tous les assujettis également dans cette loi sur la déclaration de patrimoine. Je prends l'exemple, parce que les gens ciblent souvent ceux qui gèrent de l'argent. Alors qu'ici, si vous regardez un peu le procureur de la République, par exemple, ou bien le juge d'instruction, il ne gère pas des deniers, mais il gère des dossiers à milliards. Absolument. Si vous regardez également les corps de contrôle, je prends l'inspection générale d'État, bien les inspecteurs généraux d'État, je prends l'exemple également des inspecteurs des impôts. Certains d'entre eux ne gèrent pas de deniers, mais ils contrôlent des agents qui gèrent des milliards de francs CFA. Vous pensez qu'ils doivent être assujettis à la déclaration de patrimoine? Bien entendu. Si vous allez au Burkina Faso, par exemple, je ne parle même pas de ces agents, mais les chefs d'opposition, ils font les déclarations de patrimoine. Les chefs de tribunaux, ils font les déclarations de patrimoine. Même les directeurs de radio, si vous étiez au Burkina Faso, vous alliez faire une déclaration de patrimoine. Ah oui, bien sûr. C'est intéressant ça. Bien sûr. Même les dirigeants des organisations de la société civile. Bon, Alassane, on se prépare. Hein, voilà. Même les dirigeants des organisations de la société civile sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Et pourtant, malgré ce dispositif législatif au niveau du Burkina Faso, le Burkina également a une note de 38 sur 100. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous les instruments, mais le résultat laisse à désirer. Alors, quels sont les secteurs et les acteurs les plus corrompus au Sénégal au regard de votre rapport? Justement, ça me permettra un peu de revenir un peu même sur le docteur Dango, parce qu'il a dit que on passe quand même, il était dans l'émission Revue Ménage d'Alassane, on ne va pas refaire l'émission. Bien sûr. La perception de la corruption, en réalité, mesure la grande corruption. La corruption dans les pays exportateurs, mais surtout la corruption au niveau des administrations et de la classe politique. C'est ça l'indice de perception de la corruption. Maintenant, la Transparency International également a un autre instrument de mesure qu'on appelle le baromètre mondial de la corruption. C'est le baromètre mondial de la corruption qui mesure la corruption active, c'est-à-dire la petite corruption, la corruption qui est vécue par les populations
par les populations et à partir de l'expérience d'utilisation également de certains services publics. Par exemple, la police. Le baromètre a montré que la police est le premier secteur de services publics également qui est corrompu au niveau africain. Suivi également du monde des affaires. Suivi également de l'administration fiscale. Il y a également le secteur le Parlement. Donc, il y a autant de secteurs. Tous ces secteurs-là sont des secteurs également corrompus. Mais en tête, également, il y a la police, mais également, il y a la justice. Je pense qu'on y reviendra. Donc, la justice également fait partie des secteurs également les plus corrompus.